Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Commençons tout de suite par les actualités sociales où le niveau de l'eau du barrage de Vuij, qui assure la production d'électricité à Andecalek, est très bas selon les constatations faites aujourd'hui. Par conséquent, seuls 2 transformateurs sur 4 fonctionnent, raison pour laquelle Andecalek ne peut produire que 40 MW selon un technicien de la Jirama. Les groupes qui ont subi des pannes devraient être réparés pour limiter le problème de délestage selon les consignes émises par le président de la République Andrazouel. Par ailleurs, la Jirama procédera à la provocation de pluie artificielle. Les détails avec Andoniana Martina, Sai Sylvain et Sech Anjanab. Ceci est le barrage de Vuij qui se trouve à Andecalek, qui assure la production d'électricité à la centrale électrique de la Jirama d'Andecalek. D'après les constatations de ce jour, le niveau de l'eau y est très bas. Le débit de l'eau qui fait tourner les 2 transformateurs d'Andecalek est de 23 mètres cubes par seconde, alors qu'il faut 48,3 mètres cubes par seconde pour produire 112 MW suffisant pour alimenter en électricité le réseau interconnecté d'Antananarivo et Antirabé. Les 2 rivières qui alimentent Andecalek en eau sont très basses. Il s'agit notamment de la rivière Saatanj à Andasbe qui alimente en eau Andecalek et de la rivière Fierenan à Batunjazak. La sécheresse et la dégradation de l'environnement sont les principales causes des pannes d'électricité. La construction d'un réservoir d'eau capable de stocker 400 millions de mètres cubes d'eau nécessaires durant les périodes d'étiage est une solution à long terme. Il faudra 2 ans pour terminer le projet. L'un des projets proposés par la société Jirama face à la coupure d'électricité est également l'installation d'un transformateur de 105 MW à Mbumanamboul pouvant traiter du fuel lourd. Elle sera installée l'année prochaine. Le recours aux énergies renouvelables a été jusqu'à présent la solution rapide pour éviter les coupures de courant, selon les informations apportées par le directeur général adjoint en charge de la production au sein de la société Jirama, Mandanienne Noumena. La Jirama envisage également de provoquer des pluies artificielles. Aujourd'hui, les responsables de la Jirama sont descendus voir le niveau d'eau à Andecalek avec les journalistes. Et puis, un dépistage gratuit du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus se tient au centre de prise en charge intégré à Mamassen, événement qui s'inscrit dans le cadre de l'Octobre Rose, initié par l'association FITI, présidée par Madame Mial Radouel et la fondation Akbar Ali à chaque mois d'octobre. Les détails avec Miarvoulet Sferel sur les images de Braz de Nilsson. Selon les statistiques, le cancer du sein et du col de l'utérus touche actuellement les plus jeunes femmes. À Madagascar, le cancer du sein est classé première maladie qui cause le décès des femmes à Madagascar. Hormis ce cancer, le cancer de col de l'utérus touche également les femmes malagasy. Ces maladies peuvent être traitées si elles sont diagnostiquées à temps. C'est justement la raison de l'Octobre Rose, initié par l'association FITI et la fondation Akbar Ali, un événement de dépistage gratuit de ces maladies. Par rapport à l'année dernière, le nombre de femmes venues se faire dépister au centre de prise en charge intégré a augmenté selon la directrice du centre, Gentiane Angianis. Pour ce premier jour, une centaine de femmes sont venues de loin, notamment de Tirunmandid, d'Abatlampi et d'Antirabé, afin de se faire diagnostiquer. Pour rappel, avant ce dépistage, une sensibilisation par l'association FITI et la fondation Akbar Ali s'est tenue les 24 et 25 septembre dernier. Ce dépistage gratuit se poursuivra jusqu'à demain au centre de prise en charge intégré à Mamassen.
Environnement à présent, le décret relatif à l'évaluation environnementale et sociale pour la mise en comptabilité des investissements avec l'environnement ou Messier est en cours de révision. Les enjeux sociaux ont été évoqués dans les propositions d'amélioration dans l'avant-projet de décret. Ainsi, tous les projets devraient considérer cet aspect social. Il convient de souligner que le décret Messier a été adopté en 1992 et a connu 4 révisions jusqu'en 2004. Et depuis, aucun amendement n'a été effectué, alors que le monde de l'investissement a évolué, d'où la nécessité de révision de ce décret, selon toujours le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andoniry-Nafontaine. Des consultations ont été tenues dans les régions. Après l'atelier de validation finale de ce jour à Anoussi, les propositions de révision passeront en Conseil de gouvernement et en Conseil des ministres pour approbation. Et puis, le bureau de surveillance douanière a été mis en place et inauguré vendredi dernier à Anoussi B. Ce bureau est constitué d'une brigade terrestre, d'une brigade maritime et d'une brigade canine. Cette dernière a 9 bergers allemands formés dans la détection de stupéfiants, de devises, de tortues et même de vanille. Reportage. Vous pouvez le voir, ils ont fait un marquage sur la valise de couleur bleue qui contient sûrement un produit illicite. Là, on va vérifier à l'intérieur de la valise si on a. Ce chien recherche des devises déposées dans l'une de ses valises. À noter qu'un touriste ne peut emmener plus de 10 000 € de devises. Si il emmène cette somme, il doit présenter une attestation de change. 9 chiens de race, berger allemand et berger malinois, dont 2 maîtres chiens, formés en détection de stupéfiants, de devises, de tortues et même de vanille, travaillent au sein du bureau de surveillance douanière de Anoussi B. Le bureau de surveillance de Anoussi B comprend une brigade terrestre, une brigade marine et une brigade canine. Cette unité cynophile, le dernier que j'ai cité tout à l'heure, comprend 2 maîtres chiens et 7 chiens renifleurs à triple spécialisation ou à quadruple spécialisation, à savoir la détection de drogue, la détection de devises, la détection d'animaux sauvages et même la détection de la vanille. Nous avons intégré des technologies de pointe telles que des drones, des bateaux de patrouille, des avions de surveillance dans nos arsenals de surveillance. Ces équipements permettent une couverture étendue et une réactivité accrue, garantissant ainsi une surveillance optimale des zones sensibles. Nos agents de surveillance seront également équipés de caméras embarquées, garantissant une transparence et une responsabilité accrue dans l'exécution de leur mission. L'inauguration de ce bureau s'est tenue vendredi dernier. Après Antananarivo, dont le centre se trouve à Nansan, la douane envisage d'étendre la brigade canine aux ports et aéroports internationaux du pays. Et dans un tout autre sujet, environ 500 volontaires français arrivent chaque année à Madagascar, dont 200 œuvrent dans l'environnement. Ces volontaires aident dans le développement de différents secteurs. Leur présence renforce également la fraternité entre les deux pays. Le nombre de ces volontaires a augmenté lors de la Covid-19. Il y a également des malgaches bénévoles en France. Le 4 octobre marquera la journée internationale des volontaires français et Madagascar célébrera cette date. Par ailleurs, la journée internationale sera célébrée en France sous le thème francophonie. De nombreuses activités y seront organisées. Et en tourisme, les sites touristiques de Sainte-Marie seront privilégiés lors du Festival des Pirates qui se tiendra du 1er au 3 novembre. Il y aura également à cette occasion des animations culturelles et une chasse au trésor. Fajesena Mirai nous fait le point. Sainte-Marie ou Nousboura
est l'une des endroits paradisiaques qui se trouvent à l'est de Madagascar. La plus grande et la première église catholique se trouve à Mbutfutesh. La cimetière des pirates est également un endroit emblématique de Sainte-Marie. Le Festival des pirates est une occasion de promouvoir le tourisme local. À cette occasion, la vie des pirates sera relatée et de nombreux participants répartis en 5 équipes par groupe sont attendus. Il y aura également une chasse au trésor sur les lieux historiques. L'organisateur, l'association LCDF, collaborera avec Madagascar Airlines et El Condor pour augmenter les fréquences des vols et des voyages en mer lors du Festival des pirates qui se tiendra du 1er au 3 novembre prochain. Et côté sport, le championnat de Madagascar Elite 8 première division qui se tient au Palais des Sports de Mamasne n'aura pas de quart de finale. Les 4 meilleurs passeront de suite en demi-finale. Narsou Razakassan et Michel Ragoutsan. Le championnat de Madagascar Elite 8 première division a débuté le 26 septembre. Samedi dernier, l'un des matchs les plus disputés a été celui entre la COSFA en vert et le NGB Itas en blanc. Le score était serré tout au long du match et NGB Itas a toujours été en tête du premier au 3e quart-temps. Les joueurs de COSFA ont commencé à faire pression au cours du 4e quart-temps et ont commencé à réduire l'écart. Ils ont fini par remporter la victoire. Ces 2 équipes ont chacune disputé 5 matchs. COSFA a remporté 4 si le NGB n'a pas encore eu de victoire. 8 équipes ont participé à ce championnat Madagascar Elite 8. Chaque équipe jouera 7 matchs chacune. Ainsi, les 4 équipes ayant le plus de points iront directement en demi-finale. Parmi les 4 équipes qualifiées, la première équipe affrontera l'équipe classée 4e. Et l'équipe classée 2e affrontera l'équipe classée 3e. Le vainqueur de cette compétition représentera Madagascar lors du Basket Africa League en 2025. Passons à présent aux actualités internationales où l'Iran a mis en garde ce jour les États-Unis contre toute intervention en soutien à leur allié Israël au lendemain d'une attaque iranienne de missiles contre son ennemi juré en réponse aux assassinats des chefs du Hamas et du Hezbollah. France 24. Une pluie de projectiles enflammés dans le ciel de Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa. Les 180 missiles lancés mardi soir par les gardiens de la révolution iranienne ont presque tous été interceptés. Mais par la voix de son président, Téhéran évoque une réponse décisive à la mort du leader du Hamas Ismaël Haniyeh et celle du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. De son côté, Israël n'a pas tardé à brandir la menace d'une riposte douloureuse. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et il va en payer le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et notre détermination à riposter contre nos ennemis. Une mise en garde proférée aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Immédiatement après l'attaque iranienne, le président Joe Biden a réaffirmé son soutien à l'État hébreu et annoncé être en étroite discussion avec Israël pour décider de la réponse à donner à l'Iran. Sous ma direction, l'armée américaine a activement soutenu la défense d'Israël. Et nous sommes encore en train d'en évaluer l'impact. Mais d'après ce que nous savons aujourd'hui, l'attaque semble avoir été vaincue et a été inefficace. Cela témoigne de la capacité militaire israélienne et de l'armée américaine. On ne s'y trompe pas, les États-Unis soutiennent pleinement Israël. D'autres pays comme la France, l'Espagne ou la Grande-Bretagne ont eux aussi fermement condamné les tirs iraniens. Sans attendre, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de se réunir en urgence dès mercredi pour discuter de l'escalade des hostilités au Moyen-Orient. Et retour sur un mardi soir d'angoisse pour les habitants d'Israël. L'Iran a lancé 200 missiles contre Israël, dont pour la première fois depuis plusieurs missiles hypersoniques, lors de son attaque de mardi 1er octobre. France 24. Scène d'effroi hier dans les rues de Jérusalem. Alors que le dôme de fer entre en action face aux missiles iraniens, les sirènes retentissent. Consigne est donnée aux habitants de se mettre à l'abri. En quelques instants, les rues
les terrasses des cafés et des restaurants se vident. C'était inattendu, du moins pour moi. Je pense qu'il y avait un certain chaos. On ne savait pas exactement ce qui se passait. Dans les abris, certains habitants cèdent à la panique, d'autres se réfugient dans la prière. Partout dans le pays, les mêmes scènes et les mêmes témoignages. On s'est retrouvés, je sais pas, 30, tous les voisins, les chiens, les gosses qui pleurent, mes filles, la petite qui n'était pas vraiment rassurée. Et surtout, à l'extérieur, énormément de boum. C'était fou. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous devons aller dans l'abri. Ce n'est pas la première fois que nous sommes attaqués. Mais là, nous entendions les bombes. Il y en avait partout. Au nord de Tel Aviv, loin des abris, les conducteurs circulant sur cette autoroute s'arrêtent sur les bas-côtés et trouvent refuge sous les ponts. 1 heure après l'attaque, l'armée autorise les habitants à sortir des abris et découvrir les dégâts causés par l'interception des missiles. Pour terminer, le Zimbabwe défend son projet d'abattre 200 éléphants sur une population de milliers de mammifères afin de pallier le manque de nourriture dû à la sécheresse. Cette décision a suscité de nombreuses critiques de la part des défenseurs de l'environnement et des animaux. Le Zimbabwe suit l'exemple de la Namibie qui a commencé l'abattage de 700 animaux sauvages début septembre. France 24. We can't leave people dying of hunger when we have got overpopulation of elephants. So if we count to 100 and we find it's not enough, we have got every sovereign right to kill more, because we have got over 85,000 elephants. Because when animals do not have water, they move in search of water, leading to them into communities. When there's no food in the park, they move in search of food, leading to this conflict that we are talking about. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite après, retrouvez la série Straight Back. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et excellente soirée sur Viva.